Bonjour François Gémen. Bonjour. Bonjour. François Gémen, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et des migrations. Vous êtes chercheur qualifié à l'Université de Liège, en Belgique bien sûr. Vous êtes auteur principal pour le GIEC et vous enseignez également les politiques du climat et des migrations internationales dans plusieurs universités, Sciences Po Paris, la Sorbonne. Vos recherches sont essentiellement consacrées à la gouvernance internationale des migrations et du changement climatique, et vous avez beaucoup travaillé sur les déplacements des populations liés aux dégradations de l'environnement, sur les politiques d'adaptation au changement climatique, ainsi que sur les politiques d'asile et d'immigration. François Gémen, quelques mots sur votre parcours, s'il vous plaît, et quelles sont les priorités que vous avez données aux réflexions concernant l'environnement et les changements climatiques, l'asile et l'immigration, et quelle place y tiennent les sujets européens? Je dirais que mon parcours et mes sujets de recherche sont alimentés avant tout par une réflexion sur la justice et sur notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui se situent au-delà de nos frontières, en particulier nos frontières géographiques, mais également nos frontières générationnelles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la fois sur les questions de climat et sur les questions de migration, qui sont en fait deux sujets qui génèrent la même question. Et cette question, c'est celle de notre responsabilité vis-à-vis de celui ou de celle qui habite au-delà de nos frontières. C'est évident dans le cas des migrations, c'est également le cas pour le changement climatique, puisque l'essentiel des émissions proviennent des pays industrialisés et que les populations les plus exposées aux impacts se trouvent dans les pays du Sud, qui ne portent guère de responsabilité dans le problème. Et donc, contrairement à pas mal de chercheurs sur le climat qui sont arrivés sur ces questions par le biais des impacts sur les écosystèmes, de la dégradation de la Terre, moi, c'est vraiment la question de l'injustice causée aux populations du Sud qui m'a motivé. Alors, évidemment, ces deux sujets se rejoignent parce que le climat est aujourd'hui un des facteurs de migration dans le monde. Mais donc, au-delà, par rapport à cette question de notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, j'ai travaillé sur les mécanismes de gouvernance de l'asile et des migrations, mais également sur les mécanismes de gouvernance du climat. Et nous sommes là face à deux enjeux globaux qu'il faut forcément réguler par des mécanismes internationaux, mais qui pour le moment ne sont pas encore parvenus à devenir des mécanismes supranationaux. Sur la question du climat, tout le monde dit qu'il faut une sorte d'organisation mondiale de l'environnement, il faut une gouvernance globale du climat, sauf que à l'heure actuelle, nous traitons d'un problème global par des mécanismes de négociation internationale, donc littéralement entre les nations. Nous n'avons réussi à ce jour qu'à mettre en place un seul modèle de gouvernance démocratique supranationale, c'est le modèle de l'Union européenne. Et donc, nous aurions beaucoup à apprendre à la fois du modèle de gouvernance européen pour la gouvernance des enjeux internationaux, des enjeux environnementaux. Et puis, sur la question des migrations et de l'asile, on se rend bien compte que la solution ne peut être qu'européenne à l'heure où tant de pays sont tentés de se replier derrière leurs frontières et à l'heure où beaucoup imaginent qu'une certaine forme de souverainisme leur apporterait un meilleur contrôle et une meilleure régulation des migrations et de leurs frontières. Voilà un peu comment se place l'Europe dans mes sujets de recherche et dans mes sujets de réflexion. Vous êtes membre du GIEC qui nous alerte constamment sur les risques liés au changement climatique. L'Europe a été relativement active dans ce domaine, par exemple l'horizon 2050 de neutralité carbone, mais certaines voix se font entendre en demandant maintenant une pause concernant les réglementations environnementales. Dans ce contexte, comment mieux convaincre les politiques, les citoyens? Quel type d'action promouvoir? Le niveau européen reste-t-il le bon niveau? Le niveau européen reste un niveau nécessaire, mais insuffisant, notamment en matière environnementale. On le voit par exemple sur une question comme celle de la taxe carbone. On se rend bien compte de l'importance d'une taxe carbone au niveau européen, mais évidemment, le niveau européen ne peut pas suffire. Et donc, à mon sens,
la vraie question, c'est aussi de savoir comment on va pouvoir déployer des mesures européennes au-delà du continent européen. En d'autres termes, comment nous allons, en matière environnementale et singulièrement en matière de climat, comment nous allons pouvoir déployer des mesures qui ne visent pas seulement à décarboner l'économie européenne, mais qui visent au-delà à décarboner l'économie mondiale. Alors l'Europe doit le faire à la fois parce qu'elle porte une responsabilité considérable et que, bien entendu, si l'Europe ne décarbone pas son économie, il n'y a aucune chance que l'on puisse demander à d'autres de décarboner à leur tour leur économie, mais aussi, je pense, parce que l'Europe en a la capacité. Et je pense qu'il est important de poser le problème également en termes de capacité et de se dire qu'est-ce que l'Europe peut faire. Ce n'est pas juste la question de savoir ce que l'Europe doit faire, c'est aussi de savoir ce que l'Europe peut faire. Et là, je crois qu'il faut évidemment que l'Europe multiplie le travail avec des pays du Sud, avec les économies émergentes, de manière à ce que la décarbonation de leur économie soit dans leur intérêt. On voit bien à quel point, dans les pays du Sud, le modèle européen est souvent rejeté et à quel point l'Europe, euh, je dirais, traîne avec elle une image un peu rédhibitoire pour les pays du Sud, parce que longtemps, l'Europe a essayé de se présenter en modèle un peu impérialiste ou colonialiste pour les pays du Sud, notamment, il faut le reconnaître, dans le domaine environnemental, alors que l'enjeu, je crois, est avant tout un enjeu de coopération, de travailler ensemble. L'Europe, évidemment, n'a aucune légitimité pour exiger quoi que ce soit de la part des pays du Sud, mais par contre, elle peut travailler avec eux et elle peut fournir des investissements pour les énergies propres et plus globalement pour la décarbonation de leur économie qui me paraissent tout à fait importants. Alors, sur la question de la pause dans les législations environnementales, je comprends l'idée initiale qui était de veiller à l'application du droit existant avant d'en créer de nouveaux. Malheureusement, on voit la manière dont ça a été complètement instrumentalisé et dont certains aujourd'hui en Europe utilisent cette petite phrase pour essayer de demander que on arrête de vouloir légiférer, réguler sur l'impact environnemental des activités industrielles et singulièrement des activités agricoles. Or, l'intérêt des entreprises européennes, l'intérêt de l'industrie européenne, je crois, c'est aussi d'être à l'avant-garde sur ces questions. Et je pense que des entreprises, des industries qui aujourd'hui n'entreprendraient pas les mesures nécessaires pour décarboner leur activité seront demain des entreprises qui seront à la remorque de l'économie mondiale. Et donc, dans l'intérêt des entreprises, il est essentiel d'avoir un cap clair en termes de régulation sur l'environnement et en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, de manière à permettre les investissements nécessaires. Et si ce n'est pas le cas, c'est alors qu'on tire une balle dans le pied de l'économie européenne. François Gémen, vous mettez bien en évidence que les enjeux sont mondiaux. Les enjeux sont évidemment mondiaux et la question, c'est la place que l'Europe peut jouer face à ces enjeux mondiaux. Et parfois, je pense que l'Europe a eu la naïveté ou peut-être l'arrogance de croire qu'en se présentant en modèle de vertu, elle entraînerait les autres pays à sa suite. Ça ne marche pas comme ça. Les autres pays seront entraînés dans ce mouvement s'ils y ont intérêt. Et donc, la question, c'est celle de notre capacité à fournir les niveaux d'investissement ou de transfert de technologies nécessaires pour que ces pays y aient également intérêt. Alors, vous donnez la priorité à la solidarité au niveau mondial. Alors, comment effectivement aider les plus affectés? Faut-il revoir fondamentalement la politique de coopération européenne? Une diplomatie dans le domaine de l'environnement au niveau européen ne serait peut-être nécessaire, et aussi peut-être des moyens budgétaires plus substantiels au niveau européen. Il y a la question des moyens budgétaires, tout d'abord. On voit bien à quel point l'Europe, en termes de niveau d'investissement, n'est pas à la hauteur des États-Unis. Il y a évidemment une tradition politique différente où l'Europe a tendance à préférer une approche par la régulation, les États-Unis ont tendance à préférer une approche par l'investissement, mais l'effet du plan d'investissement massif annoncé par Joe Biden, son plan de réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, ça a été d'attirer également aux États-Unis un très grand nombre d'investisseurs européens.
Et la Commission européenne se rend compte aujourd'hui qu'il va falloir mettre le prix de l'investissement et que ce qui est parfois considéré comme un coût environnemental, comme le coût de la décarbonation, c'est avant tout un investissement pour l'avenir. Et donc, je pense que c'est essentiel de mettre davantage de moyens d'investissement, non seulement, comme je le disais à la question précédente, dans la décarbonation de l'économie européenne, mais au-delà, dans la décarbonation de l'économie mondiale. Et là, vraiment, l'Europe en a les moyens et en a la capacité. L'autre volet de la question, rappelez-le-moi. Enfin, sur le plan de la diplomatie. Sur le plan de la diplomatie, tout à fait. On doit absolument davantage mobiliser une diplomatie européenne du climat. Je dis souvent que dans un gouvernement, le ministre qui a sans doute le plus de leviers d'action sur le climat, ce n'est pas le ministre de l'Environnement, ni même le ministre de l'Énergie, ni même le ministre de l'Économie ou de l'Industrie, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il y a un vrai enjeu diplomatique aujourd'hui parce que nos émissions et donc nos décisions en matière de politique climatique et énergétique déterminent aujourd'hui le futur de pays comme l'Afghanistan, le Soudan ou le Bangladesh, sans évidemment que les Afghans, les Soudanais ou les Bangladais puissent participer et prendre part à nos décisions. Mais de la même manière, notre futur climatique, et donc, dans une large mesure, notre futur tout court, est déterminé par les décisions qui sont prises aujourd'hui en Égypte, au Nigeria, au Mexique ou en Indonésie. Nous sommes tous profondément liés les uns aux autres par la physique du climat, dans une sorte de communauté de destin, et donc, si l'on ne mobilise pas une vraie diplomatie autour de cela, je dirais dans une dimension cosmopolitique, on passe complètement à côté du sujet et le risque qui me semble peut-être le plus important en matière de politique climatique, c'est le risque de repli sur soi, derrière nos frontières, dans une sorte de logique survivaliste. Ça me paraît très, très, très dangereux. Peut-être une question subsidiaire là-dessus. L'Union européenne a négocié des accords de libre-échange, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de changement de contenu dans ces accords pour que la dimension environnementale soit enfin prise en compte? Au-delà des accords de libre-échange, et je partage, je dirais, ces préoccupations sur les accords de libre-échange, mais je crois que ça vient du fait que nous avons encore volontiers tendance à considérer les questions d'environnement, et en particulier les questions de climat, comme un sujet parmi d'autres. Il y a le climat, il y a l'industrie, il y a le commerce, il y a la diplomatie, il y a la sécurité, etc., etc. Et on va gouverner comme s'il s'agissait d'arbitrer entre ces différents sujets. Et malheureusement, c'est souvent le climat qui n'a guère de lobbyistes qui va passer au second plan, notamment dans la politique européenne. Nous devons comprendre que la question du climat est une question matricielle. En d'autres termes, toutes les grandes questions que nous allons devoir traiter politiquement, qu'il s'agisse de commerce, d'agriculture, de santé publique, de migration, de sécurité, toutes ces grandes questions vont être profondément déterminées par la manière dont nous allons répondre aux défis climatiques. Et donc, si l'on ne considère pas la question du climat comme une question matricielle qui doit irriguer l'ensemble des autres politiques, on passe à côté du sujet et on met le climat en concurrence avec d'autres sujets et ça veut dire que le climat passera toujours derrière, passera toujours après. Vous animez le programme européen Habitable qui réfléchit sur les conséquences du changement climatique sur les migrations mondiales. Quelles sont les premières conclusions de ce programme? Pourrait-il se traduire par des propositions concrètes, réalisables? Alors, le projet Habitable, et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler, c'est un grand projet de recherche européen, donc financé par la Commission européenne au titre de ses programmes de recherche et d'investissement, qui rassemble une vingtaine d'instituts de recherche à la fois en Europe, mais également en Afrique et en Asie, et qui va travailler sur les questions d'habitabilité, et en particulier qui essaye de déterminer comment les populations affectées par les impacts du changement climatique déterminent leur seuil d'habitabilité, déterminent quand il leur est possible encore d'habiter un endroit ou quand elles doivent partir. Et un des éléments assez frappants, et nous en sommes pour le moment à mi-course dans le projet, donc on n'a pas encore de résultats définitifs, c'est de réaliser que les perceptions que les populations locales ont des impacts du changement climatique
eh bien, sont souvent des perceptions très subjectives, parfois éloignées, voire contraires aux observations. Et les gens prennent évidemment la décision de migrer ou de rester sur la base de leur perception, davantage que sur les relevés météorologiques objectifs. Et donc, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il est fondamental dans la décision d'adaptation au changement climatique de prendre davantage en compte la question des perceptions subjectives des populations. Et très souvent, on va formuler les politiques sur la base de modélisations, évidemment, qui ont une vertu importante, mais la modélisation ne tient pas du tout compte de la perception des impacts par les populations. Or, c'est très, très important. On met également dans ce projet en avant la notion de seuil de rupture sociale, social tipping point en anglais, où nous montrons que le niveau de transformation dans une société qui est liée aux impacts du changement climatique n'est pas directement proportionnel à l'impact du changement climatique. Or, on imagine souvent que plus importants les impacts sont dans une société, plus importantes seront les transformations sociales. Certains vont même jusqu'à prédire le nombre de déplacés climatiques en fonction de l'élévation du seuil de température de la moyenne mondiale. Ce que nous disons, et ce qui me paraît très important pour la détermination des politiques, c'est que ces transformations sociales vont être liées à l'atteinte ou non de ces seuils de rupture. En d'autres termes, que de faibles impacts peuvent provoquer des transformations sociales très importantes si le niveau de résilience d'une société est faible, alors qu'à l'inverse, des impacts très importants peuvent provoquer des impacts sociaux, des transformations sociales minimes. Et donc, il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau d'impact dans une société et le niveau de transformation sociale que ces impacts vont engendrer. Avançons peut-être un peu sur le sujet de l'asile et des migrations. Vous avez déjà abordé avec la question précédente. Mais là, force est de constater que l'Europe est vraiment à la peine. Oui. Le climat politique est difficile ou très difficile. Les fake news nombreuses. Vous aviez dans un pamphlet que vous aviez publié, On a tous un ami noir, mis en évidence le climat délétère d'une large partie de l'opinion européenne. Et dans vos atlas, je pense à l'atlas sur les migrations environnementales, mais aussi l'atlas sur l'Anthropocène, vous cherchez à mieux informer, ce qui est vraiment nécessaire. Mais quel impact cela peut-il avoir alors que la politique européenne en matière migratoire reste totalement embryonnaire? Un changement de paradigme de l'Union européenne, peut-être vers plus de fédéralisme démocratique, ne permettrait-il pas d'assurer de meilleures politiques européennes dans ce domaine des migrations? Bien entendu. La question des migrations, je dirais, par essence, est celle qui demande une forme de gouvernance internationale, et c'est sans doute le sujet sur lequel les États sont le moins enclins à coopérer. Moi qui ai beaucoup travaillé sur la question des migrations environnementales, les migrations liées à l'environnement, j'étais très frappé de voir comme au niveau des ministères du climat ou de l'environnement, la coopération s'imposait de façon naturelle. Et comme au niveau des ministères de l'Intérieur, par contre, on restait accroché à l'idée de maîtrise des frontières comme garantie de la souveraineté. Ce qui me frappe, c'est que la souveraineté, je pense, sur ces questions de migration, mais de climat aussi, ne peut plus s'envisager aujourd'hui au niveau national. La souveraineté doit forcément dépasser le niveau national parce que le niveau national ne permet plus d'organiser les choses, ne permet plus de réguler les choses. C'est tout à fait évident dans le cadre des migrations. Et donc, le résultat de vouloir qu'on s'arc-boute comme cela sur le niveau national, eh bien, ça aboutit à une logique de fermeture des frontières qui se transforme en alpha et oméga de la politique d'asile et d'immigration, et qui aboutit non seulement à créer des drames humanitaires insupportables en Méditerranée, où quasiment 30 000 personnes ont perdu la vie depuis 10 ans, depuis 2014,
mais aussi aboutit à faire monter en Europe la xénophobie, les nationalismes et les populismes, parce que toute une série de populations ont l'impression qu'on ne traite pas le sujet, parce qu'ils voient ces images de chaos qui sont associées à l'immigration. Tout ça simplement parce qu'on refuse d'organiser l'immigration et que l'on s'obstine dans une logique de résistance aux migrations, comme s'il était possible d'empêcher l'immigration. Et donc, il faut absolument dépasser cette question de la souveraineté nationale si l'on veut retrouver une possibilité de contrôler, de réguler les choses et donc une perspective de souveraineté. Vous animez un projet international DIVAST, je ne sais pas comment oui, oui, tout à fait, DEVAST. Qui s'était consacré à l'étude des conséquences politiques et sociales de la catastrophe de Fukushima. Quelles conséquences en tirer au niveau européen alors que le consensus en faveur de l'énergie nucléaire semble augmenter? Quelles devraient être, selon vous, les priorités d'une politique européenne de l'énergie? Je pense qu'une politique européenne de l'énergie, c'est avant tout une politique qui ait une ambition européenne pour l'énergie. L'Europe s'est largement construite à partir de questions énergétiques. Et on a un peu oublié l'idée de la coopération en matière énergétique dans la construction du projet européen. L'Europe, au départ, se fonde quand même sur la CECA, se fonde sur l'Euratom, et ces questions énergétiques, on a l'impression qu'elles ont été un peu oubliées en cours de projet européen, au point que on s'est retrouvé au moment, à l'aube de la guerre en Ukraine, avec 27 politiques climatiques, 25 politiques énergétiques qui étaient complètement différentes les unes des autres, avec certains pays qui étaient plus ou moins nucléarisés, certains pays qui étaient plus ou moins dépendants du gaz, certains pays qui étaient plus ou moins en avance sur la question des énergies renouvelables. Et donc, on s'est retrouvé diplomatiquement dans une grande difficulté face à la Russie parce qu'on se rendait bien compte que des sanctions en matière énergétique risquaient de nous tirer une balle dans le pied, en tout cas de certains États, parce que certains États étaient incapables à court terme de se priver de l'approvisionnement du gaz russe. Et donc, au début de la guerre en Ukraine, nous financions chaque jour la guerre menée par la Russie sans le vouloir. Et je pense que c'était un moment assez révélateur de la nécessité d'une vraie politique énergétique européenne et du fait que cette disparité de politique énergétique, d'une part, nous plaçait dans une situation de dépendance et de vulnérabilité géopolitique, et d'autre part, nous plaçait dans une situation qui n'allait pas permettre une décarbonation suffisamment rapide du secteur énergétique. Un des grands arguments utilisés contre les énergies renouvelables, par exemple, c'est leur caractère intermittent et le fait qu'il n'y a pas de vent tout le temps, il n'y a pas de soleil tout le temps. Mais si nous avions la possibilité en Europe de nous échanger davantage d'énergie, y compris d'énergie produite à partir de sources renouvelables, eh bien, nous parviendrions à décarboner beaucoup plus rapidement le secteur énergétique. Et donc, ma vision d'une politique énergétique européenne, c'est une politique de connexion des réseaux européens entre eux. C'est une politique qui vraiment veut envisager la production d'électricité au niveau européen davantage qu'au niveau national. Et donc, toute une série d'initiatives qui ont été prises depuis le début de la guerre en Ukraine sur une alliance solaire européenne, sur le sommet de la mer du Nord qui viserait à avoir vraiment une centrale d'éolien offshore, même sur une sorte de club nucléaire européen, tout ça me paraît vraiment aller dans le bon sens. En fait, François Gemelle, vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de défense et climat du ministère des Armées au sein de l'IRIS. Oui. Effectivement, vous avez fait allusion malheureusement à la guerre en Ukraine. Il y a des changements géopolitiques profonds qui s'annoncent, une augmentation des budgets de la défense, des changements de paradigme. Bon, on ne va pas parler de défense européenne qui est certainement impérativement nécessaire. Bon, tout ceci va avoir des conséquences sur l'environnement. Comment gérer, comment concilier
ces impératifs géopolitiques nouveaux, oui, sur le plan de la défense et l'environnement. Non seulement il y a évidemment un impératif de décarbonation des activités militaires, il faut rappeler que dans un pays, ce sont généralement les activités militaires qui ont la plus lourde empreinte carbone, mais il y a évidemment les impacts que le changement climatique va amener sur les problématiques de défense et de sécurité. Et on sait à quel point le changement climatique génère un risque de déstabilisation dans certains pays, dans certaines régions, combien la montée du terrorisme ou du djihadisme dans certaines régions, notamment dans le Sahel, est directement liée à des tensions autour des terres, tensions qui sont elles-mêmes alimentées par une raréfaction de la ressource, et en particulier de la ressource en terre arable. Très clairement, nous devons intégrer aujourd'hui le changement climatique comme un facteur de déstabilisation, comme un facteur potentiel de tension, et donc aussi malheureusement comme un facteur de conflit potentiel. Ça veut dire qu'il va falloir multiplier les mécanismes de coopération et de gouvernance pour essayer de réduire au maximum le risque de tension et de conflit. Et ça fait naître, bien entendu, une nouvelle forme de géopolitique. Traditionnellement, la géopolitique a considéré que la Terre était un objet de politique et que la géopolitique devait étudier les rapports de puissance et d'intérêt autour de ressources environnementales qui étaient considérées comme des objets de politique. On se rend compte avec le changement climatique et plus globalement avec d'autres enjeux de ce qu'on appelle l'anthropocène, la nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on se rend compte à quel point la Terre n'est pas seulement un objet de politique, mais surtout un sujet de politique. Et donc, j'ai envie de dire que ce qu'il faut réinventer, littéralement, c'est une nouvelle géopolitique, littéralement une politique de la Terre, où la Terre serait un sujet et non plus un simple objet de politique. Merci effectivement pour toutes ces remarques. Nous arrivons au terme de notre entretien. Vous nous faites l'honneur d'être membre du Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes, 23 membres maintenant, différents domaines de compétences. Hein. On a des philosophes, des universitaires, des gens qui réfléchissent sur l'énergie, sur l'environnement, sur l'immigration, etc. Donc ce Conseil scientifique est constitué. Comment envisagez-vous cette activité du Conseil scientifique? Et moi, je voudrais faire le lien avec une échéance qui va être importante au niveau européen, qui est juin 2024, qui sont les élections européennes, qui vont être une échéance certainement, je ne dirais pas cruciale, mais il y a des défis, vu l'état de l'opinion publique européenne. Est-ce que ce Conseil scientifique pourrait jouer un rôle dans ce domaine? Vous connaissez la blague qui circule sur ces élections européennes. En 2024, il y aura 2 élections importantes, l'une en Europe, l'autre aux États-Unis. Oui. Une de ces élections va être absolument déterminante pour le futur de l'Europe. L'autre élection va élire les nouveaux députés européens. On voit bien à quel point aujourd'hui, je crois qu'il y a un intérêt et un impératif à faire de ces élections européennes non plus 27 sujets de discussion sur des enjeux politiques nationaux, mais un vrai sujet de discussion à l'échelle européenne sur des enjeux européens. Et je crois que ça va impliquer de favoriser l'émergence de véritables médias européens. Aujourd'hui, ces sujets sont traités par des médias qui restent essentiellement nationaux. Ça nécessite aussi, prenons les États-Unis, s'il n'y avait pas des grands médias comme CNN, le New York Times ou le Washington Post, et si tous les médias étaient des chaînes de télévision locales ou des journaux locaux, on aurait beaucoup de difficultés à avoir un vrai débat national. De la même manière, nous n'avons pas aujourd'hui en Europe de vrais médias qui permettent un débat politique européen à l'échelle européenne. De la même manière, nous n'avons pas de véritable parti politique européen. Je pense qu'il faut travailler à l'émergence de partis politiques européens qui soient davantage que des sortes d'émanations des forces politiques en vigueur dans chaque pays. Donc, je pense qu'il faut vraiment pouvoir travailler là-dessus et j'espère que le Conseil scientifique pourra travailler sur ces sujets. Et au-delà, je pense que le rôle du Conseil scientifique, c'est aussi de porter dans le débat public l'idée que la solution, ou en tout cas
l'échelle appropriée du traitement de la plupart des grands sujets politiques du XXIe siècle, c'est à minima l'échelle européenne et que l'échelle nationale ne suffit plus. Je pense qu'il va y avoir vraiment deux grands échelons de gouvernance qui vont être importants au XXIe siècle. Ça va être l'échelon global, et l'échelon européen est évidemment un passage vers cet échelon global, et l'échelon local. Et je me désespère de voir que le débat politique reste très souvent cantonné à l'échelon national. Et donc, je crois que le rôle du conseil scientifique, c'est de faire percevoir cela aussi dans le débat public et notamment dans les médias. Tout à fait. Effectivement, avec d'autres associations européennes, je pense aux jeunes européens, mouvement européen, enfin nous à l'UEF, on va essayer de s'organiser, d'organiser des étapes, des conférences, pas seulement des conférences, mais il faut mobiliser, il faut convaincre dans la direction que vous venez d'indiquer. Donc nous comptons sur le conseil scientifique, nous comptons bien sûr sur vous, François Gémen, et je voudrais vous remercier chaleureusement pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.